s'il vous plaît. Donc, regardez l'utérus. Donc, c'est une coupe sagittale passant par le bassin. Donc, on voit les éléments donc pelviens. Parmi eux, donc, on a l'utérus qui est l'organe de la gestation. C'est à ce niveau où va donc le fécondé, valider donc au niveau donc du fond utérin et va se développer en formant donc le fœtus qui va, après 9 mois, va être éliminé lors de l'accouchement. D'accord? Donc, bien sûr, c'est un organe creux qui est musculaire, d'accord? Donc, le myomètre est développé. Il est tapissé de la muqueuse qui est l'endomètre, qui chaque mois va subir des modifications de façon cyclique durant la vie génitale, de la puberté jusqu'à la ménopause, d'accord? Donc, bien sûr, la partie superficielle de l'endomètre va être éliminée chaque mois, d'accord, sous forme de menstruation, d'accord, qui vont passer donc par le vagin et éliminés donc par l'orifice vaginal au niveau donc de la bouche. Donc, regardez sa forme, il est en forme, il ressemble à une poire, il a une forme piriforme, bien sûr à sommet inférieur, d'accord, et il est situé sur la ligne médiane, il est médian, donc il est dans la partie médiane et moyenne de la partie moyenne du pelvis, d'accord. Regardez bien, ici vous avez en avant la vessie, en arrière vous avez le rectum. Donc, sa situation, comme je dis tout à l'heure, il est au-dessus du vagin. Donc, regardez, ça c'est le péritoire pariétal qui recouvre les viscères pelviens en partie. Et donc, la partie là où il y a le ligament rond, la trompe utérine et le ligament utéro-ovarien, d'accord? Et cette partie-là, c'est là où se trouve le ligament large qui s'étend du bord latéral de l'utérus jusqu'à la paroi latérale du pelvis, de la cavité pelvienne. Il s'étend comme ça, d'accord? Donc, il est au-dessus du vagin, en avant du rectum, il est en arrière et au-dessus de la vessie. Jusqu'ici, c'est clair, c'est la position. Donc maintenant, de point de vue morphologie externe, regardez bien, on va le décrire. Regardez votre utérus, il est formé d'un corps, regardez, le corps, vous avez ici le col, qui est en partie implanté dans le vagin, d'accord? Et vous avez la partie là rétrécie qui est lisse. On commence par le corps. Le corps, regardez, il a une forme triangulaire, aplati d'avant en arrière. Il est aplati d'avant en arrière. Donc il a une face qui est antéro-inférieure, qui est en rapport avec la vessie. Donc c'est la face vésicale, d'accord? Et vous avez une face postéro-supérieure qui est en rapport avec quoi? Avec quoi l'intestin. Donc c'est une face intestinale, d'accord? Bien sûr, deux bords latéraux, d'accord? Un bord supérieur qu'on appelle le fond utérin qui est convexe, d'accord? Et vous avez bien sûr deux angles latéraux qu'on appelle les cornes utérines. Au niveau des cornes utérines, on a l'attouchement des deux trompes utérines, d'accord? Et vous avez, il va donner insertion, d'accord? Premièrement, en avant au ligament rond qui va traverser le canal inguinal et va se diriger vers les grandes lèvres de la vulve, d'accord? Et vous avez en arrière, vous avez quoi? Le ligament utéro-ovarien qui relie l'ovaire à l'utérus. Jusqu'ici c'est clair, c'est bon. Ne me dites pas à la fin que je n'ai pas compris, d'accord? Donc le col utérin, regardez la différence maintenant, le col utérin, regardez. Le col utérin, il est de forme cylindrique, lui il est cylindrique, d'accord? Il va s'insérer dans le vagin, dans la partie supérieure du vagin qu'on appelle le dôme vaginal, d'accord? Et regardez, il se dirige vers la face postérieure plus ça du vagin. Donc regardez, il a une portion, regardez, la partie qui est au-dessus de l'insertion du vagin, c'est la portion supravaginale. Et celle qui est à l'intérieur du vagin, c'est la portion intravaginale. Donc on peut la voir mieux. Pardon, regardez. Donc la portion supravaginale et la portion intravaginale. Donc hadi supra, pardon, hadi ou hadi infravaginale. Donc,
Donc, bien sûr, l'orifice, la portion infravaginale, elle va présenter à son sommet un orifice. C'est l'orifice externe du col. D'accord? L'orifice externe du col est appelé exocol. Donc, l'orifice interne, c'est celui-là. Il est appelé exocol. Donc, l'autre, on va l'appeler endocol. D'accord? Donc, regardez bien l'exocol. Chez la Vierge, c'est la nullipare plutôt, chez la nullipare, il y en a qui n'a pas encore accouché. C'est l'accouchement, d'accord? La parturition, d'accord? Nullipare qui n'a pas accouché, il est punctiforme. Alors chez la multipare, regardez, il commence à se devenir irrégulier et allongé. Regardez, il devient irrégulier allongé chez la multipare, d'accord? Bien sûr, l'isthme, c'est la partie rétrécie qui sépare le corps du col, d'accord? L'isthme, c'est la partie rétrécie. Donc, regardez là, c'est le toucher vaginal. Regardez comment on fait le toucher vaginal. La sage-femme ou le médecin gynécologue introduit donc le doigté en palpant bien sûr l'abdomen, d'accord? Pour faire mieux, donc embaumer l'utérus, pardon. Donc, regardez. Donc, ici, elle va palper, elle va introduire dans le vagin, et donc, elle touche le col. Donc, même donc, chez les femmes qui vont accoucher, donc, elle voit si le col, il commence à s'ouvrir et à s'effacer, parce que la tête, elle va passer. Au moment où elle va passer, bien sûr, le col, il va disparaître, il va s'effacer et l'orifice va s'ouvrir au fur et à mesure. Un doigt, deux doigts, trois doigts, jusqu'à 10 doigts. Donc là, la tête va passer et le col est complètement effacé. D'accord? Donc, lorsque vous palpez, vous ne sentez plus le col, d'accord? Donc, maintenant, les dimensions. Donc, oui, les dimensions. Regardez, chez la nullipare, il est à peu près, il fait de 6 à 7 cm de long et 4 cm de large. Pour le col, vous avez 2 cm, d'accord, pour le col, et pour l'épaisseur, c'est 2 cm. Ça, c'est pour la nullipare. Bien sûr, après accouchement, l'utérus va devenir plus volumineux et plus globuleux, d'accord? Il augmente de taille, donc il devient plus globuleux. L'isthme, il tend à s'effacer, d'accord? Avec les accouchements répétés, donc l'isthme, la partie rétrécie, elle tend à s'effacer. Donc, on ne peut pas l'identifier clairement, d'accord? Donc, regardez, donc ça, c'est une vue, donc la morphologie interne, on va la voir. Morphologie interne. Ouais, d'accord. Donc, maintenant, avant de voir la morphologie interne, l'orientation. L'axe du corps, vous avez ici l'axe du corps, vous avez l'axe du col, et vous avez l'axe du vagin. D'accord? Regardez bien, l'axe du vagin, il est presque perpendiculaire à l'axe du col. D'accord? Donc, bien sûr, l'utérus, il est orienté, donc selon ces axes-là. On a ici l'axe du corps. Ici, on a l'axe du col. Et ici, vous avez un axe qui passe par l'ombilique et le coccyx. Cet axe-là, on va l'appeler l'axe ombilico-coccygien. D'accord? Donc, on dit que l'utérus est en antéversion, d'accord? Lorsque, regardez bien, l'angle que fait l'axe du corps par rapport à l'axe ombilico-coccygien, il est ouvert en avant et en haut, d'accord? En avant et en haut. Donc, cet axe-là, cet angle-là, cette antéversion, donc, elle va orienter le fond utérin. D'accord? Donc, c'est l'orientation du fond utérin, c'est l'orientation de l'utérus vers l'avant. D'accord? Et bien sûr, quel est l'élément qui permet d'orienter l'utérus vers l'avant? Pardon. Quel est l'élément qui permet d'orienter l'utérus vers l'avant? Le ligament. Regardez, on va voir. Regardez. Donc, c'est lui qui permet de l'orienter vers l'avant. Donc, je vais répéter pour les axes, d'accord? Donc, on parle d'antéversion. Et pour l'antéflexion, c'est l'angle que fait l'axe du corps avec l'axe du col. Donc, l'angle de l'antéflexion.
flexion, c'est-à-dire c'est l'axe du corps par rapport à l'axe du col, d'accord? Et donc généralement il est ouvert en bas et en avant, à peu près de 120 degrés, donc il peut être moins, un peu plus, d'accord? Donc hada c'est l'antéflexion. Donc je répète, l'antéversion, ça permet d'orienter l'utérus en lui-même vers l'avant. Et l'angle de l'antéversion est calculé donc grâce à l'axe ombilico-coccygien avec l'axe du corps. Donc ici j'ai un angle qui est ouvert en avant et en haut, d'accord? Donc pour la flexion, elle dépend de l'axe du corps et du col. Donc c'est un angle qui est ouvert en bas et en avant et qui forme à peu près 120 degrés. Donc je vais vous expliquer l'intérêt des deux. Donc regardez bien. Ici, donc regardez. Là, vous avez l'axe du col et ici l'axe du corps. L'axe du col et ici l'axe du corps qui fait à peu près en moyenne 120 degrés. Donc là c'est une antéflexion normale. Regardez, lorsque l'axe du corps avec l'axe du corps et l'axe du col, donc l'angle il devient plus fermé. Donc là on a une exagération de l'antéflexion, c'est-à-dire l'axe, regardez, il devient presque droit, d'accord, entre l'axe du corps et l'axe du col, d'accord. C'est une antéflexion exagérée. Regardez, lorsque l'axe du corps et l'axe du corps et l'axe du col, il devient très ouvert, il va passer en arrière. Ça veut dire là, il devient en rétroversion. Donc il a fait une version postérieure. Donc regardez sa situation. Donc regardez. Donc il a dit c'est une Pardon, là c'est la flexion, c'est pas l'antéversion, je m'excuse. La flexion, c'est une antéflexion normale. Ici, c'est une antéflexion exagérée. Et ça, c'est une antéflexion qui est en arrière, postérieure. Donc, c'est la rétroflexion. Donc, la flexion, elle se fait par rapport à l'axe du corps et l'axe du corps et l'axe du col. D'accord? Il se déplace par rapport au col. Mais regardez l'antéversion. L'antéversion, donc regardez ça, l'antéversion, l'axe du corps et l'axe du col, il est normal. Mais là, c'est le fond utérin, donc il va entraîner avec lui l'utérus, mais sans modification de l'axe du corps et du col. Donc, mais il dit qu'il met presque droit, ou là en avant ou là en arrière. Donc, il va se déplacer, d'accord? Il va se déplacer, donc à la partie moyenne, jusqu'à arriver en arrière. Donc ça, c'est une rétroversion, d'accord? C'est une rétroversion, d'accord? Donc, le ligament rond, c'est lui qui permet donc cette antéversion normale, d'accord? Lorsqu'il est déficient ou défaillant, donc lorsqu'il y a une défaillance, d'accord, l'utérus va se déplacer en totalité, bien sûr, vers l'arrière. Et donc, on aura une rétroversion. Bien sûr, ces positions-là, ils vont entraver donc une bonne grossesse normale dans les normes normaux, d'accord? Donc, là, vous avez compris. Donc, l'antéversion, l'angle de l'antéversion est calculé à partir de l'axe ombilico-coccygien, d'accord? Et l'axe du corps, d'accord? Mais l'antéflexion, c'est à partir de l'axe du corps et l'axe du col. Regardez qui fait l'utérus, le col qui fait il s'aplatit sur l'utérus, d'accord? Alors que là, non, il n'y a pas, c'est le fond utérin qui est déplacé vers l'arrière, d'accord? Donc on peut avoir des positions différentes. Donc l'utérus, il peut être, normalement, il est dans la position médiane. Donc il peut être latéralisé à droite ou à gauche. Donc c'est une malposition, donc il peut être à droite ou à gauche. C'est clair pour l'antéversion et l'antéflexion. Regardez l'antéflexion, c'est le corps par rapport au col. Mais l'antéversion, c'est l'utérus, surtout la partie du fond qui est déplacée donc vers l'arrière, par exemple. D'accord? C'est bon? C'est bon. C'est sûr, vous avez compris. L'angle de la version, l'angle de version, il est calculé par rapport à l'axe ombilico-coccygien et l'axe du corps. Donc c'est un angle aigu, regardez, d'accord? Lorsqu'il se déplace vers l'arrière,
Normalement, l'angle il est ouvert en haut et en avant. Lorsqu'il se place là, il est en haut et en arrière. Plus en arrière, il est en arrière complètement. D'accord. Mais la flexion, l'angle de la flexion, regardez, il est entre l'axe du corps et l'axe du col. D'accord. Il est ouvert en bas et en avant. D'accord. Donc, il y a un axe militaire, il est en arrière. D'accord. Donc, il est en antéversion et antéflexion. D'accord. Parce que vous voyez, vers l'avant. Qui vous dit là, c'est la rétroversion et rétroflexion. Jusqu'ici, c'est clair. La position, c'est qui m'a goûté comme. Oui. Vous n'entendez pas? Comment? Vous n'entendez pas? Ah, mais vous me Donc, je répète. La dernière fois, parce qu'on m'a dit toujours il y a un problème avec l'orientation. L'utérus est orienté en antéversion et en antéflexion. Donc, l'angle de la version, il est calculé grâce à l'axe qui s'étend de l'ombilic jusqu'au coccyx. Donc, la version est calculée par rapport à l'axe ombilico-coccygien et l'axe du corps. L'axe du corps. Là, c'est l'utérus et la partie supérieure qui se déplace sans entraver l'angle que fait le corps avec le col. D'accord? Donc, normalement, l'angle de la version, il est situé en haut et en avant. Lorsqu'il se place en haut et en arrière, nous avons la rétroversion. Donc c'est pour ça que je dis l'utérus, il est en antéversion. Donc c'est un angle aigu en haut et en avant. Pour la flexion, l'angle de la flexion est calculé grâce à l'axe du corps et l'axe du col. C'est un angle qui est ouvert en bas et en avant. On peut dire en moyenne qu'il fait 120 degrés. D'accord. Donc sur cette diapo-là, on voit donc les problèmes qui peuvent se trouver lorsqu'il y a une défaillance, d'accord, de cette antéversion ou antéflexion. Donc, regardez, pour l'antéversion, regardez, l'utérus, regardez comment il s'est déplacé. Le bord supérieur ou le fond utérin, il s'est déplacé, bien sûr, premier degré, deuxième degré, troisième degré, jusqu'à arriver en contact du rectangle. D'accord. Donc, ça, c'est une rétroversion. Donc, l'angle, il a augmenté, d'accord, il s'est placé en arrière. D'accord. Ici, pour la flexion, normalement, l'utérus, il est en antéflexion, comme ça, d'accord? L'axe entre le corps et le col, à peu près, il fait 120 degrés. Lorsque la flexion est exagérée, donc vous avez une antéflexion exagérée. Regardez, qui fait l'angle, il devient plus droit. Donc, il est ouvert, obtus, d'accord? Mais ici, il tend à devenir droit et aigu, d'accord? Ou regardez qu'il fait l'angle, il se forme. Ou là, lorsqu'il se déplace en arrière, il va s'ouvrir plus, d'accord, et il va s'inverser, d'accord. L'angle que fait le col avec le corps, il devient en arrière, d'accord. D'accord. Donc elle dit c'est la rétroflexion, pardon, c'est la rétroflexion, ou ça c'est l'antéflexion exagérée. Je répète, l'utérus il est en antéflexion et antéversion normale. L'antéversion est assurée par le ligament rond. C'est lui qui permet plus d'orienter l'utérus vers l'avant. Parce que oui, il s'insère au niveau des cornes utérines et donc l'oriente. On peut avoir aussi des défauts donc de position. L'utérus, normalement, il est situé sur la ligne médiane. Donc, il peut se déplacer latéralement. Donc, il peut être à droite ou à gauche. Donc, c'est une malposition de l'utérus. C'est clair? C'est clair? D'accord. Donc, pour la configuration antérieure, donc, la partie, parce qu'il me reste le vagin et vulve, d'accord? Donc, on va essayer de terminer. Et je vais expliquer, je suis en train d'expliquer et de répéter, d'accord? S'il y a d'autres questions, ça, vous pouvez poser au fur et à mesure. Hein. Donc, pour la configuration intérieure, pour la configuration intérieure, regardez, ça c'est le corps et ça c'est le col. Donc, regardez, l'utérus, bien sûr, il est creusé de cavité parce que c'est l'organe de gestation, c'est un muscle creux, d'accord? Donc, il a deux parties. Au niveau du corps, regardez, il a une forme triangulaire. Mais la cavité au niveau du corps, elle est virtuelle. Elle ne devient apparente que lorsqu'il y a distension lors de la grossesse, l'évolution et la maturation de votre embryon et fœtus.
Donc regardez, donc c'est une cavité triangulaire virtuelle à sommet inférieur qui s'ouvre de chaque côté, maintenant, de chaque côté au niveau des trompes utérines par l'ostéum utérin dont j'ai parlé hier. D'accord? Donc vous avez ici l'ostéum utérin. Et ici, vous avez les trompes utérines. Donc là, c'est la lumière utérine. Se continue par la lumière utérine. Pour le col, regardez. Au niveau du col, j'ai un canal. C'est le canal cervical. C'est le canal cervical. Regardez bien. Il a une forme fusiforme. C'est un canal réel. Donc c'est une cavité réelle. D'accord? C'est une cavité réelle. Donc elle est fusiforme. Elle présente des plis palmés. D'accord? Qu'on appelle l'arbre de vie, parce que le col, il va s'ouvrir lors du passage de votre tête fœtale. Donc, lors de l'accouchement, la tête fœtale et le fœtus va passer, donc il va s'ouvrir. Donc là, c'est des plis palmés qu'on appelle l'arbre de vie, d'accord? Bien sûr, l'orifice externe, c'est l'exocole, ou l'orifice interne qui s'ouvre au niveau du corps, on a dit c'est l'endo. D'accord? Donc l'orifice externe, vous pouvez le palper, il est palpable. D'accord? Lorsque vous introduisez, vous faites le toucher vaginal. Pardon. Donc, pour les moyens de fixité, regardez, je vais parler du corps et du col, parce que c'est pas la même chose. Le corps, il est mobile par rapport au corps, par rapport au col. Le col, il est plus fixe. D'accord? Le corps, il est mobile. Donc, ce qui permet de maintenir, de fixer plus ou moins le corps, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez au-dessus? Les éléments, les organes, les viscères abdominaux. Donc, c'est la pression abdominale. Deuxièmement, latéralement, regardez. Ça, c'est le bord latéral de l'utérus. Donc, le ligament. Le ligament, c'est quoi? C'est le péritoine pariétal qui se réfléchit sur les viscères, et donc latéralement, il se réfléchit sur le ligament rond, sur la trompe utérine et sur le ligament utéro-ovarien. Et là, il commence du bord latéral de l'utérus et s'étend jusqu'à la paroi pelvienne latérale. Donc, la partie, toute cette partie-là du péritoine qui se réfléchit et qui forme là des sortes d'ailerons, parce que la trompe utérine, elle est plus en position plus supérieure. Le ligament rond, plus bas, en avant, puis le ligament utéro-ovarien plus bas, en arrière. Donc, le péritoine qui va former le ligament là, qu'est-ce qu'il fait? Il se réfléchit sur la trompe utérine, en haut, et puis sur ligament rond, en arrière sur le ligament utéro-ovarien, il descend. Il descend latéralement par rapport aux bords latéraux de l'utérus. D'accord? Donc, il va former des ailerons. L'aileron supérieur, c'est celui de la trompe. L'aileron antérieur qui recouvre le ligament rond. Et l'aileron postérieur qui recouvre le ligament utéro-ovarien. D'accord? Et bien sûr, la partie là qui suit le bord latéral, on va l'appeler après le mésomètre. On va l'appeler après. Donc, lorsque je dis mètre, c'est relatif à matrice. Matrice, c'est l'utérus, parce que c'est lui qui va vous donner le fœtus. D'accord? C'est la génatrice. D'accord? C'est lui qui va donc nous donner le fœtus. Donc, le ligament large, bien sûr, il participe comme moyen de fixité, mais il n'a pas de valeur mécanique. Celui qui est un rôle très important, qui permet donc l'orientation de votre fond utérin et qui s'insère au niveau de la corne utérine et qui sort par canal inguinal, les grandes lèvres, d'accord? Donc c'est lui qui a le rôle le plus important dans l'orientation, c'est-à-dire dans l'antéversion. Je n'ai pas écrit, d'accord? C'est bon jusqu'ici. D'accord. Donc pour le col, lui, il est fixe. J'ai pas mentionné, mais normalement vous allez la déduire, d'accord? Il est fixe. Donc bien sûr, il est fixé grâce à quoi? Puisque le col, il s'insère, il s'implante au niveau du dent vaginal, la partie supérieure du vagin. Donc, ce qui permet de fixer le col, c'est le vagin. Le vagin lui-même, il est solidaire de quoi? Le plancher pelvien, qui est formé par le muscle releveur de l'anus, de part et d'autre, qui constitue une sangle, d'accord? C'est un sangle de soutènement qui permet de soutenir les organes pelviens. Imaginez tout le monde avec le muscle releveur. Donc à chaque fois, vous savez, donc une descente, un prolapsus, ça les organes pelviens.
D'accord? En réalité, les femmes qui accouchent à plusieurs reprises, elles peuvent présenter un prolapsus vaginal, un prolapsus rectal, d'accord? Donc, ça peut exister, d'accord? Donc, le plancher pelvien, il permet de soutenir et maintenir les organes pelviens. C'est le premier élément qui permet de fixer votre col. Donc le vagin est par l'intermédiaire du vagin avec le plancher pelvien. Le deuxième, j'ai un autre système de suspension qui permet donc de soutenir le col. Il est formé par deux éléments, le paramètre et les lames sacro-recto-génito-pubiennes. Le paramètre, c'est quoi le paramètre? Regardez. Donc tout à l'heure j'ai dit qu'il faut, pardon. قلت لكم هذه شوفوا لهنا شفتوا هاد la partie c'est une vue latérale de votre ligament large, d'accord? Donc هذه c'est la partie des ailerons, d'accord? Ou ici au niveau du bord latéral de l'utérus, cette partie-là on l'appelle le bésomètre parce que à ce niveau va cheminer l'artère utérine et va donner des branches vasculaires pour l'utérus. Donc mésomètre, c'est-à-dire le méso de la matrice, le méso de l'utérus. Donc, la partie inférieure, la partie supérieure, c'est la partie des ailerons, ou la partie inférieure, c'est la partie donc du mésomètre. Donc, c'est une vue de votre ligament large, d'accord? Donc, mon paramètre, c'est quoi? Regardez. Donc, on verra après que le péritoine, il va se réfléchir en avant et en arrière. Donc, en avant, il se réfléchit plus haut qu'en arrière. Donc, en arrière, il descend plus bas. Donc, la partie inférieure, la base de mon ligament large, est formée par un tissu cellulo-graisseux qui permet donc de maintenir ou soutenir donc, le corps. Donc, on l'appelle le paramètre. Paramètre, de part et d'autre de la matrice. Le col, il fait partie de la matrice. Mais au-dessus du vagin, d'accord, la partie, il se met le paramètre. On va la voir au tête. Donc, pardon. Donc ici, regardez. Donc, là où il y a le l'urotère qui est dans une pince vasculaire entre l'artère utérine et l'artère vaginale longue, il y a la partie du paramètre. Le paramètre, d'accord? Regardez, c'est un tissu cellulaire dense, qui s'étend de la base du ligament large à la paroi latérale du pelvis. Donc il est au-dessus du releveur. Donc regardez là, d'accord? La partie, d'accord? Maintenant, c'est les lames sacro-recto-génito-pubiennes, mais la partie postérieure des lames sacro-recto-génito-pubiennes qui est formée par le ligament utéro-sacré. Donc le ligament utéro-sacré, c'est la partie postérieure des lames sacro-recto-génito-pubiennes qui va unir le col et le dôme vaginal. Le col et le dôme vaginal au sacrum. C'est le ligament utéro-sacré. Le paramètre, il s'étend du bord donc du col jusqu'à la paroi latérale. Pardon. Regardez, le paramètre. D'accord? Sous le paramètre, la partie qui est toujours un tissu où chemine là, parce que l'artère utérine, elle va remonter vers le bord latéral de l'utérus. Mais l'artère vaginale longue, elle va descendre là, parce qu'elle va vasculariser le vagin. Donc, la partie là du tissu là qui est de part et d'autre de votre vagin, on va l'appeler comment? Parce que le reste, paravagin. Donc, c'est le paravagin. C'est au niveau du paravagin, on va cheminer l'artère vaginale longue. Donc, sous le ligament large, vous avez le paramètre. Sous le paramètre, vous avez le paravagin. D'accord? Toujours comme au-dessus du plancher, au-dessus du releveur de l'anus. D'accord? Donc, c'est un moyen de suspension. Le système de suspension est représenté par le paramètre qui permet donc de soutenir, d'accord, vos éléments à ce niveau, d'accord, le col utérin. Et aussi, j'ai dit, n'oubliez pas les lames sacro-recto-génito-pubiennes qui sont représentées essentiellement par le ligament ou la lame utéro-sacré qui s'insère sur le col et le dôme vaginal jusqu'à
هذا هو le ligament utérosacré. D'accord, regardez bien. Ou donc la partie من هنا حتى la paroi latérale هي اللي va constituer le paramètre. Donc le paramètre à la base du ligament large. Donc nous allons نشوفوه. D'accord. Jusqu'ici c'est clair. رامي لام. هذه هي la lame. D'accord, la lame. Donc le paramètre يجي من هنا. D'accord. De votre col jusqu'à la paroi latérale. D'accord. C'est la partie postérieure de votre lame sacro-recto-génito-pubien qui s'étend donc du col étend vaginal jusqu'au sacrum. D'accord. Maintenant, les rapports. Normalement, vous avez une idée sur les rapports puisqu'on a fait le rectum, on a fait la vessie. Donc, regardez bien, les rapports avec le péritoine. Regardez, en bleu, le péritoine, il va recouvrir en grande partie. Donc, là, c'est le péritoine pariétal pelvien. D'accord. Regardez. Il va recouvrir, il va tapisser, il tapisse la face antérieure. Il arrive au niveau de l'isthme et il se réfléchit sur la face supérieure de votre vessie. Donc, au niveau de l'isthme, et se réfléchit. D'accord. En bas, il va former le cul-de-sac vésico-utérin. En arrière, il va tapisser, regardez, toute la face postérieure de l'utérus et le cul-de-sac vaginal. Ça, c'est le cul-de-sac vaginal puisque le col, il est implanté dans le vagin, dans le vaginal, et donc il va réaliser un cul-de-sac fornix, qu'on appelle le cul-de-sac vaginal postérieur. D'accord. Donc, regardez, le péritoine, il descend toute la face postérieure et jusqu'au cul-de-sac cul-de-sac vaginal postérieur et se réfléchit sur le rectum. Il va vous former quoi? Le cul-de-sac utéro-rectal ou là, cul-de-sac de Douglas. D'accord. Bien sûr. Donc, regardez, là, le péritoine, il descend plus bas. Là, il s'arrête au niveau de l'isthme. D'accord. Souvenez-vous de ça. Latéralement, bien sûr, les deux feuillets, d'accord. Je vais avoir deux feuillets. Donc, hagda ou hagda. Donc, j'ai un feuillet antérieur et un feuillet postérieur. Les deux feuillets vont s'adosser, donc latéralement par rapport à l'utérus, et ils vont se diriger vers la paroi latérale du pelvis, où ils vont former quoi? Le ligament large, d'accord. Ils vont vous former une cloison qui est tendue donc entre les bords latéraux du utérus jusqu'à la paroi latérale pelvienne, d'accord. Et ils vont vous former le ligament large, d'accord. Jusqu'ici c'est clair. Maintenant, avec les organes, donc là, les rapports avec les organes. Bien sûr, puisque j'ai dit que le col, il a une portion supravaginale et une portion intravaginale. Donc, je vais parler des éléments supravaginaux et de l'intravaginal seul. Donc, pour la portion supravaginale, donc elle est automatiquement formée par quoi? Par le corps, l'isthme et la portion supravaginale du col. D'accord. Donc, en avant, qu'est-ce que vous avez? En avant, votre portion supravaginale, elle est en rapport avec quoi? La face supérieure de votre vessie, bien sûr, par le cul-de-sac vésico-utérin. En arrière, elle est en rapport avec la face antérieure du rectum, bien sûr, par l'intermédiaire du cul-de-sac recto-utérin. D'accord. Latéralement, regardez là, latéralement, par rapport, donc, qu'est-ce que vous avez? Là. Hadou, c'est quoi? Oh, hadouchia. Les vaisseaux utérins. Donc, Rani fait la partie inférieure du ligament large qui est en rapport directement avec le bord latéral de l'utérus sous les ailerons, c'est-à-dire sous la trompe, sous le ligament utéro-ovarien et c'est le ligament rond. Donc, c'est le mésomètre. Donc, là, en haut, vous avez le mésomètre et en bas, je vous have notre en bas, en bas du mésomètre, le paramètre, puisque à ce niveau, l'artère utérine va croiser en avant l'urtère et l'artère vaginale longue va croiser en arrière l'urtère. Donc, la partie, regardez en gris, c'est le paramètre. D'accord. Il y a de part et d'autre du col. Et la partie de part et d'autre du vagin, il y a le paravagin. C'est l'artère vaginale longue. Donc là, en gris, c'est le paravagin. D'accord. Donc je répète. Pardon.
Pardon, le paramètre, je m'excuse. Le paravagin, vous avez compris. C'est une erreur de frappe. C'est pas de frappe de ma langue. Je plaisante. Ouais. Donc, latéralement, je répète, vous avez le mésomètre en haut et en bas, vous avez ici l'urtère qui est croisée par l'artère utérine et l'artère vaginale dans le paramètre. D'accord? Donc, en bas, j'ai les éléments qui se trouvent dans le paramètre. Donc, il est en rapport avec ces éléments dans le paramètre. Bien sûr, donc maintenant en haut, qu'est-ce que j'ai? J'ai le phallus ou fond utérin. Donc il est en rapport avec quoi? Les anses grêles et bien sûr maintenant le sigma. D'accord? Donc il y a tous les éléments en dehors avec les organes en dehors du péritoine. Maintenant, la portion maintenant intravaginale. La portion intravaginale, c'est-à-dire la portion intravaginale du col. Elle répond à quoi? Regardez, puisqu'on a dit tout à l'heure que le col, il est implanté dans le dent vaginal, donc il va réaliser les cul-de-sac, les récessus c'est des cul-de-sac latéraux, parce qu'il y a une coupe frontale. Donc si je fais une vue, donc une coupe sagittale, je vais voir l'antérieur et le postérieur. Donc c'est les cul-de-sac vaginaux latéraux. Pardon. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, la portion intravaginale, elle va répondre donc au cul-de-sac vaginaux. D'accord? Donc, j'ai un antérieur, un postérieur qui est plus profond. Le postérieur, moi, le plus profond. D'accord? Et deux latéraux. Donc, latéralement, qu'est-ce que j'ai? La portion intravaginale, elle est en rapport, j'ai dit, en rapport avec quoi? Le paravagin, où chemine l'artère vaginale ou vaginale longue, d'accord? L'artère vaginale ou vaginale longue, d'accord? Donc là, bien sûr, par l'intermédiaire des cul-de-sac vaginaux latéraux, d'accord? Et bien sûr, toujours, on a les lames sacro-recto-génito-pubiennes, puisque tout à l'heure, j'ai dit qui est représenté par la partie postérieure de la sacro-recto-génito-pubienne, qui est la lame ou ligament utéro-sacré, qui s'insère sur le col et sur le dent vaginal. D'accord? C'est clair? Donc latéralement, vous avez la partie postérieure des lames sacro-recto-génito-pubiennes. J'ai mentionné les lames de façon globale, j'ai insisté sur, c'est-à-dire la portion, c'est-à-dire le ligament utéro-sacré qui s'insère sur le col et sur le dent vaginal. Jusqu'ici c'est clair, c'est bon les rapports, d'accord? C'est clair? D'accord, donc je répète pour la dernière fois, le paramètre il se trouve à la base du ligament large, sous le mésomètre, et à ce niveau on a l'urétère, il est dans la pince vasculaire, d'accord? Et donc au-dessus de part et d'autre du vagin, vous avez le paravagin, d'accord? C'est-à-dire en rapport avec la portion intravaginale du col. C'est la partie supravaginale du col. De part et d'autre, vous avez le paramètre, d'accord? Et là, vous avez le paravagin. Bien sûr, en avant, pour la portion intravaginale, toujours, là, la portion intravaginale, vous avez le trigone vésical qui est séparé par le septum vésico-vaginal. On est en train de répéter. On a déjà vu ça lorsqu'on a fait l'appareil urinaire, d'accord? Maintenant, en arrière, c'est le rectum, exactement le cap rectal par le fascia recto-vaginal à ce niveau. Donc, c'est les mêmes rapports qu'on a déjà étudiés. Donc, on descend. On a la face supérieure de la vessie, donc le trigone vésical. C'est bon? C'est bon? D'accord. Donc, maintenant, la vascularisation. Jusqu'ici, c'est clair. D'accord? L'utérus, il doit être richement vascularisé, puisque c'est l'organe de gestation, de la gestation. Donc, il va contenir donc, un embryon qui va se développer en fœtus. Donc, qui nécessite qu'il soit bien vascularisé. D'accord? Donc, il est richement vascularisé. On commence par la vascularisation artérielle. Bien sûr, on a trois sources. On a l'artère utérine, l'artère ovarienne et l'artère du ligament rond. Mais la principale, c'est l'artère utérine, qui naît de l'artère iliaque interne ou
hypogastrique, d'accord. Donc, bien sûr, l'artère utérine, regardez, là, c'est dans le paramètre, regardez, elle croise l'urtère, d'accord. Donc, avant d'arriver au niveau du paramètre, là, c'est la paroi latérale du pelvis. Donc, la portion là qui est en rapport avec la paroi latérale, on va l'appeler le segment pariétal, d'accord. Et la portion qui est en rapport avec l'urtère au niveau du paramètre, on va l'appeler le segment paramétrial. Et bien sûr, le segment qui pénètre dans le mésomètre, le bord latéral de l'utérus, on va l'appeler le segment mésométrial. Donc, je peux subdiviser le trajet de mon artère utérine en 3 segments. Un segment pariétal, un segment paramétrial et un segment mésométrial. Au niveau de la partie pariétale, elle ne donne généralement aucune branche, d'accord. Au niveau de la portion paramétriale, le rapport avec l'urtère, donc automatiquement, puisqu'elle est en rapport avec l'urtère, elle va donner quoi? Une branche urétérique, d'accord. Elle va donner une branche urétérique, ou puisqu'elle est proche donc du vagin et de la vessie, d'accord, elle va vous donner donc des rameaux vésico-vaginaux et cervico-vaginaux. Cervico, c'est-à-dire pour le corps, d'accord. Jusqu'ici, c'est clair. Donc, l'artère testiculaire, l'artère testiculaire, elle est homologue de l'artère ovarique. Elle va vous donner une branche pour l'urtère, qui est l'artère urétérique, d'accord. Donc, pour la partie mésométriale, ça veut dire qu'elle pénètre dans le ligament large et elle va longer le bord latéral de votre utérus, d'accord, de chaque côté bien sûr, et regardez son trajet qui est très sinueux, d'accord, regardez, et elle va vous donner des branches longues et des branches courtes. Le trajet est très sinueux, pourquoi? La grossesse, puisque elles doivent bien sûr s'allonger parce que l'utérus il va augmenter de taille, donc il va augmenter de taille, en même temps il va comprimer des organes et va donc les éloigner, d'accord, par exemple les annexes, les intestins grêles, tout ça va être chamboulé, d'accord, leur position va être chamboulée puisque l'utérus il va augmenter au fur et à mesure de volume, d'accord. Donc ce trajet sinueux permet de mieux vasculariser donc l'utérus qui augmente de taille, et bien sûr même les vaisseaux lents et courts qui sont très riches à ce niveau et qui permettent de vasculariser le corps utérin, d'accord. Bien sûr, elle va se terminer là, on a dit la dernière fois lorsqu'on a fait l'ovaire, en 3 branches. Vous avez l'artère rétrograde en pointillé, l'artère rétrograde du fond utérin, ou la du fundus, d'accord, et elle se termine en branche tubaire médiale et en branche ovarienne médiale qui vont former une anastomose entre les latérales pour former des arcades, l'un infratubère ou l'un arcade ovarienne, d'accord. Donc, jusqu'ici c'est clair. Pour l'artère utérine, donc il y a la principale, d'accord, les autres sont accessoires. La deuxième artère qui vascularise l'artère l'utérus, c'est l'artère ovarienne qui naît de l'aorte abdominale dont j'ai parlé tout à l'heure, donc elle est accessoire. Et celle qui est plus accessoire, c'est l'artère du ligament rond, l'artère du ligament rond qui naît de l'artère épigastrique inférieure, qui est une branche de l'artère iliaque externe. Donc c'est une branche de l'artère iliaque externe. Donc vous voyez, donc l'utérus il est richement vascularisé. D'accord? Jusqu'ici c'est clair, c'est bon. Je sais que c'est un petit peu long, mais pardon. Mais on doit regarder bien, regardez le rapport, c'est très important ce rapport de l'artère utérine avec l'urtère. Et regardez la distance entre le col et le corps. Regardez, 15 mm et 20 mm. Donc ce rapport est très important que tout le monde doit connaître. Allez, pourquoi? Parce que le chirurgien, lorsqu'il veut faire, par exemple, une hystérectomie, j'ai dit tout à l'heure que hystéro, c'est relatif à utérus. Mètre, c'est relatif à utérus, matrice, d'accord. Donc, lorsqu'il veut faire une hystérectomie, il est obligé, par exemple, dans le cadre de l'urgence. Il va faire quoi? Que ce soit dans le cadre de l'urgence ou là dans le cadre d'un cancer, par exemple. Donc, il doit ligaturer l'artère utérine. Imaginez qu'il va ligaturer l'artère utérine. Quel est l'élément qui est proche de là?
c'est l'urtère. Soit il va le ligaturer, soit il va le sectionner. Et donc là, il va demander l'aide de l'urologue pour l'aider. Donc là, il doit connaître ce rapport. C'est très important. C'est pour ça que j'insiste à l'aide le rapport. D'accord? Regardez bien. Donc regardez la vascularisation donc de votre c'est la vascularisation de tout l'appareil génital interne, d'accord? Les organes génitaux, l'utérus et les annexes, plus exactement, utérus et annexes. Donc la vascularisation veineuse, elle est satellite comme d'habitude généralement, elle est satellite des artères. Pour les lymphatiques, là, on va séparer ceux du corps et ceux du col, d'accord? Ceux du corps, on a 3 pédicules, donc l'utérus, d'accord? Donc j'ai le col et j'ai le col. Donc le corps, j'ai 3 pédicules. J'ai un pédicule lombaire, d'accord, qui est le principal. Et donc ce pédicule-là, il va se terminer où? Au niveau latéro-aortique, d'accord? Et j'ai aussi, la lèvre va se drainer au niveau des nœuds iliaques externes, d'accord? Elle va se drainer au niveau de la chaîne ou des nœuds lymphatiques iliaques externes. Et bien sûr, il se draine aussi au niveau de ligament, par l'intermédiaire du ligament rond, ils vont se drainer où? Au niveau des nœuds inguinaux. Puisqu'on a dit qu'il traverse le canal inguinal, d'accord? Donc au niveau des nœuds inguinaux. Donc vous avez 3 pédicules principaux. Le principal, c'est le lombaire qui va se diriger vers les nœuds latéraux-aortiques, puis les nœuds iliaques externes, puis les nœuds inguinaux par l'intermédiaire du ligament rond. Pour le col aussi, on a 3 pédicules, la même chose. Le lombaire, on laisse l'iliaque et iliaque externe ou interne. Donc pour le col, il va se drainer, regardez, il va se drainer au niveau de l'iliaque interne, de l'iliaque externe qui est le principal drainage, se fait vers l'iliaque externe. Donc le principal drainage, c'est l'iliaque externe, puis l'iliaque interne. Et bien sûr, il se draine en avant du sacrum, c'est-à-dire en avant de l'articulation L5-S1, c'est-à-dire qu'on appelle le promontoire. Donc les nœuds qui se trouvent au niveau du promontoire, donc on a aussi un drainage qui se fait vers les nœuds lymphatiques au niveau du promontoire. Donc vous voyez que l'utérus, il est richement drainé de point de vue lymphatique. Donc là, on a de point de vue cancer, lorsqu'il y a un cancer, donc le drainage lymphatique, vraiment, il est astreignant pour arriver, c'est difficile, même pour le chirurgien, c'est difficile de cerner tous ces ganglions lymphatiques. Regardez, lombaire, iliaque externe, iliaque interne, promontoire, inguinaux. Donc ça dépend de la partie, donc le corps ou bien le col utérin. D'accord? Pour les nerfs, bien sûr, les nerfs, c'est le plexus hypogastrique inférieur qui va donner le plexus utérin. Donc il dérive de votre plexus hypogastrique inférieur. Donc jusqu'ici c'est clair, pas de question, vous avez compris, c'est l'organe de la gestation, c'est un organe creux, musculaire creux. Le myomètre, c'est le muscle de l'utérus qui est très développé. L'endomètre, c'est la muqueuse de votre utérus. D'accord? Pour le ligament large, rapidement, regardez. Donc regardez, mon péritoine, il se réfléchit donc sur une partie donc de l'utérus. Et regardez, latéralement, il me forme le ligament large. Donc c'est une cloison séreuse qui est formée par 2 feuillets. Le péritoine, il se réfléchit comme ça. D'accord? Donc lorsqu'il se réfléchit, il y a le feuillet antérieur et celui-là, c'est le feuillet postérieur. Donc regardez, il va me former une cloison avec 2 feuillets. Ça, c'est le bord latéral de l'utérus. D'accord? Donc là, le bord latéral de l'utérus. Donc il s'étend jusqu'à la paroi pelvienne latérale. Et donc puisque la trompe utérine elle s'abouche au niveau de l'angle de l'utérus, la corne de l'utérus, et le ligament rond s'insère en avant et le ligament utéro-ovarien en arrière. Donc la trompe elle est plus supérieure, là, ligament rond, ou là, le ligament utéro-ovarien. Donc on dirait un drap que vous placez comme ça, d'accord? Donc il va me former des ailerons. Donc la partie toute supérieure, cette partie est appelée la partie des ailerons, d'accord? Donc j'ai l'aileron supérieur qui me forme le mésosalpinx. Parce que le tma va passer
Les vaisseaux, d'accord. Et en arrière, le mésovaran, parce que Tma va passer les vaisseaux pour l'ovaire. L'ovaire n'est pas recouvert de péritoine. Donc, le péritoine, il s'insère tout autour du hip, du bord antérieur, pour permettre le passage des vaisseaux. Et puis, en avant, vous avez l'aileron antérieur qui est formé par le mésofuniculaire, ou là, le méso du ligament rond. D'accord? Donc, la partie supérieure, donc c'est pour ça que je dis que le ligament large, c'est un véritable méso, parce qu'il va, la partie supérieure des ailerons, ou la partie inférieure, c'est la partie du mésomètre, c'est-à-dire qui va ramener la vascularisation pour l'utérus. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est un véritable méso. Et bien sûr, mon ligament large, il va reposer lors du croisement de l'urtère, il va reposer sur quoi? Sur le paramètre, c'est tissu fibromusculaire qui cerne de part et d'autre le col utérin. Puisque on a le péritoine, par exemple l'isthme, en avant. Le péritoine en avant, au niveau de l'isthme, il va se réfléchir, il ne descend pas plus bas. Donc la partie, elle n'est pas recouverte par péritoine. Donc la partie, la qui va la soutenir, d'accord? Maintenant. Donc en arrière, il descend plus bas, par exemple. Donc la partie de part et d'autre, au niveau du col, la portion supravaginale, elle va être soutenue latéralement à la base du ligament large par le paramètre. D'accord? Paramètre. D'accord? Ok, le vagin, tu me dis paravagin. Le paravagin, il est sous le paramètre. Donc le paramètre, il s'étend. Maintenant, il est transversal. Un sens transversal. Donc, du bord du col, la paroi latérale. C'est clair? Donc c'est la portion supravaginale du corps. Donc là, c'est le paravagin. C'est clair? C'est bon? D'accord. Maintenant, regardez bien. Regardez. Donc, vous avez la partie supérieure, c'est la zone des ailerons, et la partie inférieure, c'est le mésomètre. L'aileron supérieur, c'est le mésosaphex qui contient la trompe utérine et les vaisseaux. D'accord? L'aileron postérieur, donc c'est le postérieur, c'est le mésovaran, c'est l'aileron postérieur au ligament propre de l'ovaire ou ligament utéro-ovarien, bien sûr qui contient le ligament utéro-ovarien, et la partie mésovarique de l'ovaire, d'accord, qui est très court. Et vous avez l'aileron antérieur qui est formé par le méso du ligament rond, ou là le méso funiculaire, d'accord, funiculaire, et qui contient le ligament rond et les lymphatiques, d'accord. Pour la zone inférieure, il y a la zone inférieure qui est au-dessus du paramètre. Donc la zone inférieure, elle contient, regardez, jusqu'à utérine, il y a les bords latéraux de l'utérus, et qui est au-dessus du paramètre, et qui contient bien sûr l'artère et veine utérine, le plexus hypogastrique, le plexus utérin qui provient du plexus hypogastrique inférieur. D'accord? Donc l'image, ou même avec la première image la classe, la partie des ailerons, le mésomètre, ça c'est le paramètre. Maintenant, c'est le paravagin. D'accord? C'est clair. C'est le tissu qui s'étend du bord latéral vers la paroi utérine. Ou les lames sacro-rectogénitales, elles s'étendent comme ça, d'accord? Et le ligament utéro-sacré, il s'étend du col, du tube vaginal vers le sacrum. D'accord? C'est clair?